Hackney Wick est un quartier de Londres situé dans l'est de la ville. Anciennement très industriel, l'arrondissement a récemment connu une période de rajeunissement et une population éclectique s'est installée près de ses entrepôts et de ses canaux. Nous sommes dans le chemin de halage du canal de navigation Lee. Dans les années 1980, ce secteur était sous-développé. Il y avait beaucoup de terrains vagues envahis par la végétation. Pendant les vacances de Noël de 1985, une jeune fille du quartier doit arriver à la gare située tout près. Alison Day était une jeune fille qui vivait chez ses parents. Elle s'apprêtait à passer une belle soirée avec son petit ami. Habituellement, c'était un endroit très animé, mais comme c'était les fêtes, il y avait très peu de monde, et c'était assez retiré. Son petit ami l'attendait à une heure précise. Comme elle n'est pas arrivée, il a appelé sa mère, et tous les deux, ils se sont mis à la chercher dans le secteur. Mais où chercher? Il ne savait pas si elle s'était rendue jusqu'à cette gare ou si elle était descendue avant. Il cherchait au hasard, un peu n'importe où. Ils ne l'ont pas trouvée. Le petit ami a signalé sa disparition à la police et au début, l'enquête portait sur cette disparition. Alison was last seen on December the 29th. She left home to travel to Hackney to meet her boyfriend, who was working late at a canal bank printing works. Police are appealing for anyone who may have seen her on that journey. On a entrepris une grande enquête. On a fait des recherches dans le secteur du canal. Où chercher en premier? Qui sont les suspects? Quel est le mobile? Après 17 jours de recherches intensives, on trouve enfin le corps d'Alison Day. En voyant le cadavre, les agents de police sont saisis d'effroi. C'est ici que son corps avait été jeté dans le canal. Il avait coulé sous le poids de 2 blocs de ciment. Les enquêteurs voient tout de suite comment elle a été tuée. Dès que le corps est sorti de l'eau, tous les policiers ont vu qu'elle avait un lien autour du cou et un morceau de bois encore attaché à ce lien. Alison a été étranglée avec un de ses propres vêtements. Elle avait un bout de chemisier enroulé autour du cou. Le morceau de bois avait été inséré à l'intérieur et en le faisant tourner, on l'avait étranglée en appliquant une pression de plus en plus forte. Se faire enrouler un de ses vêtements autour du cou, ça doit être terrifiant. Le sadique instrument n'est pas sans rappeler la technique bien connue du tourniquet espagnol. Je connaissais les enquêteurs, et aucun d'entre eux ne se souvenait avoir jamais vu un tel instrument utilisé pour tuer quelqu'un. On découvre bientôt d'autres détails, tout aussi atroces. On lui avait aussi enfoncé dans la bouche un bâillon fait avec un morceau de son chemisier. Elle avait les mains ligotées avec le même tissu. On ne trouve aucun témoin de ce crime haineux. Mais comme il a été commis près de la gare de Hackney Wick, les enquêteurs peuvent imaginer ce qui a dû se passer. La gare est à moins de 30 mètres à notre droite. La victime a été transportée de l'autre côté de la voie ferrée jusqu'au chemin de halage. Et ici, elle a été violée. Puis, elle a sans doute été torturée à mort. Ce ne sont que des hypothèses, et la police a très peu d'indices. Comme le corps était resté dans l'eau assez longtemps, les preuves techniques étaient fortement détériorées. Et dans les années 1980, les méthodes d'analyse d'ADN étaient très rudimentaires. Il y a eu une énorme couverture médiatique pour le meurtre d'Alison Day, parce que c'était tragique. Et aussi parce qu'après de tels meurtres, les gens craignent toujours que ce soit le début d'une série de crimes. Les enquêteurs se mettent au travail pour tenter de résoudre l'horrible meurtre, ne se doutant absolument pas que le chemin de fer
est devenu un terrain de chasse pour les meurtriers. En décembre 1985, Alison Day, une jeune fille de 19 ans, est kidnappée dans une gare de Hackney. La jeune secrétaire est violée, puis étranglée. Puis, son corps est jeté dans un canal à proximité. Ce n'est pas la première fois que de sordides crimes sexuels sont commis sur ce réseau ferroviaire. À moins de 20 km de là, les riches banlieues du nord-est de Londres ont subi une longue campagne de terreur au début des années 1980. 30 officers, including 18 women, have been formed into a special rape squad. The telephones rang almost continuously, but many callers hung up 3 or 4 times before they could pick up enough courage to talk about their experiences. Il y avait eu toute une série de viols, surtout tard le soir, dans le nord-ouest de Londres. Certains viols avaient été commis dans des terrains vagues, dans les broussailles, et d'autres près des gares. On a signalé un nombre effarant de viols et d'agressions, plus de 30 en tout. Ce qui était étrange, c'est que certains crimes étaient commis par un seul homme et d'autres par un homme et son complice. La police a vite déterminé que tous ces viols étaient toujours commis par le même homme ou par les deux mêmes hommes. Les attaques s'intensifient et de plus en plus de victimes affirment que le violeur avait un couteau. Les viols étaient de plus en plus brutaux. Il y avait vraiment une escalade. C'était de plus en plus violent. Tous les criminels dangereux, comme les violeurs, continuent d'évoluer. Ils font des expériences avec des armes. Ils essaient des armes différentes. S'ils n'ont pas eu de succès avec une arme, ils vont en essayer une autre qu'ils croient plus dangereuse ou plus menaçante pour leurs victimes. Quand il s'agit d'un couteau, on se demande souvent si l'arme ne serait pas un substitut pour leur virilité qu'ils trouvent défaillante. La plupart des agresseurs ont une arme sur eux, même s'ils ne s'en servent pas pour intimider. Ce sont des individus qui se sentent très faibles et avec une arme, un fusil ou un couteau, ils se sentent plus forts. La plupart des attaques se sont produites dans le quartier de deux amis de longue date, John Duffy et David Mulcahy. Né le 29 novembre 1958, Duffy a grandi à Londres dans le secteur de Kilburn. Il était né dans une famille où il y avait 2 parents. Il avait eu une enfance heureuse. Il s'était toujours senti aimé et bien traité. Il n'avait eu aucune maladie grave pendant l'enfance et il n'avait jamais été placé. Et pourtant, à l'école secondaire Haverstock, la vie n'est pas facile pour le jeune solitaire introverti. À 11 ans, dans une école aussi grande, quand on est dans la cour, on observe ce qui se passe. Duffy n'était pas comme les autres. Il portait un anorak même quand il faisait chaud et je trouvais ça très bizarre. Il avait un caractère plutôt étrange, c'est le moins qu'on puisse dire. Il se faisait intimider, bousculer et même harceler. Je ne dirais pas que c'était un mésadapté social, mais il avait du mal à s'intégrer. David Mulcahy est le seul élève qui prenne la défense de cet étrange compagnon. Duffy était plutôt petit, alors que Mulcahy était assez grand et costaud. J'ai l'impression qu'il est devenu le défenseur de Duffy. Les autres ont dû sentir que s'ils intimidaient son protégé, ils auraient affaire à lui. Peu à peu, des liens se sont tissés entre Duffy et lui. Les nouveaux amis ont plusieurs intérêts en commun, l'un d'eux étant leur façon dysfonctionnelle d'aborder les jeux dans la cour d'école. Ils jouaient à un jeu qui ressemblait à « si je t'attrape, je t'embrasse ». Sauf qu'ils couraient après les filles. Et quand ils en attrapaient une, ils la tripotaient.
Plus ils se connaissaient et plus ils étaient à l'aise ensemble. Petit à petit, ils ont dû commencer à se parler de leurs rêves et de leurs fantasmes, puis de leurs fantasmes sexuels. S'il y en avait qui se ressemblaient, ils se sont sans doute mis à vouloir les réaliser et ils ont dû se dire « Pourquoi on n'essaierait pas ceci ou cela ?» Grands admirateurs de Bruce Lee, Duffy et Mulcahy se passionnent aussi pour les arts martiaux. Et ils se mettent à actualiser leurs fantasmes de combat. Ils jouaient des rôles. Ils s'habillaient en soldats, ils se promenaient dans le parc Hampstead Heath tard le soir et ils sautaient sur des couples qu'ils croisaient. Des couples gays qui fréquentaient le secteur. C'était un peu idiot de la part de garçons en fin d'adolescence. 10 ans plus tard, au printemps 1986, non loin de là, dans le quartier de Hackney, la police cherche désespérément le meurtrier d'Alison Day, une secrétaire de 19 ans. À 50 km de là, les résidents du paisible village de East Horsley, dans le Surrey, semblent être à l'abri des agressions aussi violentes. Marty Tambowser est une adolescente d'origine hollandaise qui apprécie beaucoup ce décor idyllique. Marty Tambowser était une très jolie jeune fille de 15 ans. Elle vivait avec ses parents. Son père travaillait dans l'industrie pétrochimique. Il vivait temporairement dans le Surrey. L'année scolaire tire à sa fin et le 17 avril est une date particulièrement excitante pour Marty. Elle devait retourner en Hollande, passer de courtes vacances avec des amis. Elle était allée à l'école comme d'habitude et elle avait fini vers 15 heures. Marty voulait aller acheter des friandises avant de partir parce qu'elle voulait en apporter en Hollande. Sa mère lui a dit qu'elle pouvait y aller et comme toutes les bonnes mères, elle lui a dit de prendre la route qui faisait le tour du village et de ne pas prendre le raccourci le long de la voie ferrée pour s'y rendre. Je suppose que comme tous les enfants, Marty lui a dit qu'elle ne prendrait pas le raccourci et une fois à vélo, elle a décidé de le prendre. Mais l'adolescente de 15 ans ne revient pas de sa promenade à vélo au village. Sa mère était inquiète et elle a alerté la police. Elle a signalé sa disparition au poste de police de Guildford. L'inquiétude grandissant, la police entreprend des recherches, mais Marty est introuvable. 2 policiers, tous 2 maîtres chiens, cherchaient dans les bois avec leurs chiens. Et ils ont croisé 2 hommes à qui ils ont demandé s'ils n'avaient rien vu d'étrange. Les hommes leur ont dit qu'à un certain endroit dans les bois, ils avaient vu quelque chose qui ressemblait à un sac d'engrais vert. Malheureusement, il s'agit de toute autre chose. Les policiers se sont rendus à cet endroit et ont découvert que le sac d'engrais vert était en fait le corps de Marty Tambowser. Ils l'ont trouvé étendu sur le dos, les bras et les mains à différents angles, le jean baissé et le bas du corps dénudé. La jeune Hollandaise a été violée et étranglée, selon la même technique sadique utilisée pour tuer Alison Day, la victime du quartier de Hackney. Sa ceinture avait servi de lien. Elle en avait encore une moitié relâchée autour du cou. Et le long de son corps, il y avait un bâton. Sans doute une branche prise dans le bois qui avait servi à resserrer sa ceinture autour de son cou. La strangulation est la méthode de choix des tueurs en série désaxés sexuels. Ils la préfèrent à tout autre pour tuer leurs victimes parce qu'ils sont près d'elles. C'est un crime très personnel. Ils peuvent sentir la personne mourir et ils veulent que la victime sache qu'ils contrôlent totalement sa vie et sa mort. Un examen plus approfondi du corps de Marty révèle un autre aspect sordide de l'agression sexuelle. Les enquêteurs ont découvert que le meurtrier avait essayé de brûler le corps de la victime. En regardant de plus près, ils ont vu qu'il avait disposé du tissu autour de ses parties intimes et qu'il l'avait allumé. Il avait recouvert le corps de branchage. Je ne crois pas que c'était dans le but de le cacher,
mais dans l'espoir que les branchages prendraient feu et que les preuves seraient détruites. Les enquêteurs sont horrifiés en songeant aux souffrances qu'a dû endurer la jeune fille. Marty avait été ligoté. Il lui a fait subir des choses terrifiantes. Il y avait aussi de la torture mentale. Le monstre sadique leur a toutefois laissé un indice. Il s'est servi d'un type de corde très caractéristique, de la corde de papier tressé. L'équipe a fait de l'excellent travail pour trouver où la corde avait été fabriquée. Elle venait d'un tout petit fabricant. On n'en vendait pas beaucoup en Grande-Bretagne. Et c'était assez étonnant d'en avoir trouvé. En tentant de résoudre le meurtre, la police découvre que l'agression près de la voie ferrée avait été soigneusement planifiée. Voici l'endroit qu'il avait choisi pour enlever Marty Tamboza. Il y avait du fil de pêche tendu à travers le sentier. Et elle a dû s'arrêter et descendre de son vélo pour essayer de l'enlever. Le fil de pêche était attaché ici, à environ 1 mètre du sol. Marty a vu le fil de pêche qui l'aurait sans doute fait tomber de vélo. Elle a réussi à freiner à temps et elle s'est arrêtée devant le fil. Après avoir lancé son vélo dans le bois, on lui a fait traverser ce champ pour se rendre au boisé de Lulsworth. En poursuivant leur enquête sur ce crime atroce, les policiers établissent un lien avec la strangulation d'Alison Day. Ils croient maintenant que les 2 meurtres sont l'œuvre d'un tueur en série. On fait appel à un profileur psychologique de grand renom pour qu'il trace un portrait du meurtrier. Il a dit aux policiers qu'ils devraient chercher un homme de race blanche, âgé de 20 à 45 ans, sans doute marié, mais très malheureux en ménage. Les enquêteurs qui tentent de résoudre les agressions commises près de la voie ferrée ne savent pas qu'un homme de 27 ans connaît parfaitement tout le réseau ferroviaire jusque dans ses moindres recoins. Duffy était menuisier pour le chemin de fer. Il avait accès à tous les trains et pouvait se déplacer sans payer partout à Londres. Dans le cadre de son travail, il se déplaçait beaucoup sur le réseau. Bien qu'il ait été renvoyé, John Duffy continue de se déplacer en train, souvent accompagné de son meilleur ami, David Mulcahy. Mulcahy avait grandi dans le secteur de Kilburn-Hampstead. Ses parents y tenaient un pub. David était un idiot. C'était le genre d'ado à qui on aurait pu demander d'aller se mettre sur la voie ferrée pendant que le train arrivait, et il l'aurait fait. Il se serait enlevé à la dernière minute. Il était prêt à tout pour se rendre intéressant aux yeux des autres. À l'âge adulte, Mulcahy continue de mener une vie qui n'a ni queue ni tête. Une journée, il pouvait faire de la menuiserie et tout autre chose le lendemain. C'était un touche-à-tout. Il faisait un peu de tout sur l'inspiration du moment et jamais très longtemps. Bien qu'il fasse preuve d'un certain talent en tant que peintre-décorateur, Mulcahy arrondit ses fins de mois autrement en compagnie de John Duffy. Il commettait des délits mineurs, surtout des vols dans des voitures de temps en temps, ici et là. Ils faisaient ça ensemble et ils y prenaient beaucoup de plaisir. Malgré toutes ces incartades, Mulcahy est marié et heureux en ménage. Ils ont été mariés longtemps. Ils avaient 3 enfants et ils aimaient la vie de famille. C'était un excellent voisin. Il était le genre de type qui portait les sacs d'épicerie des vieilles dames. Il le faisait très souvent. Beaucoup moins sociable, John Duffy s'est aussi marié en 1980. Toutefois, il semble être beaucoup plus attaché à son ami de longue date qu'à sa famille. John Duffy et David Mulcahy avaient une relation très étrange. Ils étaient tous les deux mariés, mais ils étaient plus proches l'un de l'autre que de leurs épouses. Ils étaient très immatures et je crois que leur amitié leur permettait de demeurer immatures parce que c'était elle qui leur procurait le plus de plaisir. Ils ne voulaient pas devenir adultes et prendre leurs responsabilités. Leur amitié leur permettait de se trouver parfaits tels qu'ils étaient. Ils passaient du temps ensemble à regarder des vidéos. Ils étaient fascinés par les films d'arts martiaux et ils en pratiquaient ensemble.
À un certain moment, ils ont tous les deux été membres de clubs d'arts martiaux. Le mariage de Duffy bat de l'aile, et son obsession pour les arts martiaux se concrétise par des attaques répétées envers sa femme. Il n'acceptait pas le fait que c'était la fin du mariage, et c'était pour ça qu'il violentait sa femme. Elle a déposé une plainte contre lui pour violence conjugale. L'épouse de Duffy l'accuse de l'avoir violée à la pointe du couteau. La police ajoute son nom à la base de données. Personne ne peut se douter qu'un autre meurtre à caractère sexuel sera bientôt commis dans une banlieue de Londres. Au cours de l'année 1986, on découvre les corps de 2 jeunes femmes étranglées tout près de voies ferrées, dans le sud-est de l'Angleterre. L'usage répété d'une corde très particulière permet aux enquêteurs d'établir un lien entre les 2 meurtres. À peine un mois plus tard, la police du Hertfordshire doit faire face à un autre événement inquiétant. Anne Locke était secrétaire dans une entreprise télévisuelle de Londres. Elle se rendait tous les jours au travail en prenant le train à la gare de banlieue de Brookmans Park, où elle habitait. Elle a quitté le travail, elle est montée dans le train et elle a littéralement disparu de la surface de la Terre. Anne avait l'habitude de se rendre à vélo de la gare de Brookmans Park jusque chez elle. On s'est inquiété quand on a trouvé son vélo à la gare, toujours cadenassé. Anne était une jeune mariée et son mari avait fait un appel très enflammé à la population, implorant les gens qui pourraient savoir quelque chose au sujet de ce qui était arrivé à sa femme de se manifester. Craignant le pire, la police avait entrepris une grande battue dans les champs et les bois entourant la gare de Brookmans Park. Le policier Keith Dean a fait partie de l'équipe de recherche. On l'a cherché dans ce tunnel et ce jour-là, l'eau montait jusqu'à mi-cuisse. On l'a fouillé à la main. L'eau était froide et profonde. Il y avait des rats. Il fallait plonger les mains dans l'eau noire. C'était horrible. Et on n'a rien trouvé. En grimpant sur un talus, le policier Dean aperçoit quelque chose qui ne présage rien de bon. Ici, à gauche, j'ai vu quelque chose qui brillait au soleil, face au pont. C'est un journal intime. Ça m'a donné un coup. Parce qu'elle n'aurait jamais jeté quelque chose qui lui appartenait. À partir de ce moment-là, l'enquête a pris beaucoup d'ampleur. Pendant que la police cherche désespérément la jeune disparue, les enquêteurs qui tentent de résoudre la série de viols commis dans le nord de Londres décident de questionner John Duffy, un résident de Kilburn. Duffy était loin d'être le suspect numéro 1. Il était plutôt le numéro 1590 dans la liste des gens que les policiers voulaient rencontrer. L'homme de 27 ans figure dans la banque de données de la police depuis que sa femme l'a accusé de l'avoir violé en 1985. Quand Duffy est arrivé au poste de police, les enquêteurs l'ont regardé et ils se sont dit qu'il ressemblait beaucoup à la description que certaines victimes de viol avaient faite de leur agresseur. Il était petit, il avait les yeux bleus et le regard perçant, les cheveux châtains avec des reflets roux et des marques au visage. Pendant l'entretien, il a vu des papiers sur le bureau, y compris le portrait robot du violeur du chemin de fer. Duffy était le suspect numéro 1590 et tout à coup, il s'est retrouvé parmi les 10 premiers. Duffy est relâché, mais à la grande surprise de la police, il se présente au poste de West Hampton plus tard le même soir. En arrivant au poste, Duffy avait des lésions au visage et une plaie par arme blanche bien visible à la poitrine. Il a raconté qu'il s'était fait attaquer. Il affirmait avoir subi un traumatisme si violent en se faisant attaquer qu'il ne se souvenait plus de rien. Il ne se souvenait plus de sa vie passée. L'aspect positif, c'est qu'il a été interné dans un hôpital psychiatrique. Il y a reçu des traitements pour amnésie. Quelques jours plus tard, près d'une voie ferrée dans le Hertfordshire, on trouve le corps d'Anne Locke, la secrétaire disparue. Elle présente un type de blessure que la police connaît déjà très bien.
Within hours of seeing Anne Locke's body on a railway embankment in Hertfordshire, detectives were certain she was the third woman to die at the hands of a sex attacker stalking the railways. Malheureusement, son corps était dans un état de décomposition très avancé. Elle était morte de suffocation, un morceau de tissu de ses propres vêtements enfoncé dans la bouche. On a aussi pu établir qu'elle avait eu les doigts attachés dans le dos. Tout comme Marty Tambowser, on avait brûlé des parties de son corps pour tenter de masquer un viol. En examinant de plus près les 3 meurtres à caractère sexuel, les enquêteurs en arrivent à une morbide conclusion. L'examen des éléments de preuve a permis aux enquêteurs d'établir un lien entre les meurtres du chemin de fer et la série d'au moins 12 viols perpétrés depuis quelques années dans le nord de Londres. Récemment interné dans un hôpital psychiatrique, John Duffy est soupçonné d'avoir commis plusieurs viols. Et maintenant, on croit aussi qu'il pourrait être un meurtrier. Quand les enquêteurs veulent de nouveau le questionner, ils découvrent qu'il a reçu son congé de l'hôpital. Quelques semaines après sa sortie de l'hôpital, Duffy a attaqué une jeune fille de 14 ans qu'il a essayé de violer. Pendant l'agression, son masque a glissé et plus tard, elle a été capable de l'identifier. Duffy est enfin arrêté. En fouillant son domicile, les policiers découvrent un indice important qui leur permettra de le faire inculper pour meurtre. Parmi les éléments de preuve les plus révélateurs, il y avait une grosse pelote d'une corde très spéciale et facilement reconnaissable dont Duffy s'était servi pour ligoter ses victimes. Ce type de corde a servi lors des meurtres d'Alison Day et de Marty Tambowser. La police croit enfin tenir son homme. Pourtant, un inquiétant mystère demeure toujours. Duffy a aussi été impliqué dans les viols du nord de Londres. Mais cette campagne de terreur n'est pas l'œuvre d'un seul violeur. Les victimes de viol disaient qu'il y avait 2 personnes. Un grand gaillard et un tout petit homme. Ils n'étaient pas de la même taille, ils n'avaient pas les mêmes cheveux ni le même teint. On tenait Duffy, mais qui était l'autre? John Duffy est tout petit, et son ami d'enfance David Mulcahy, qui est beaucoup plus grand que lui, devient l'autre suspect. Quand on l'a questionné, Mulcahy a dit que ce n'était pas bon pour lui qu'il soit le seul ami de John Duffy. Il n'avait aucun autre ami. Il a dit que lui et Duffy avaient été de bons amis à l'école, mais que leur relation s'était terminée et qu'ils ne se voyaient plus et ne se parlaient plus. Malgré les soupçons de la police, le très charismatique Mulcahy n'est pas inculpé. Par contre, Duffy doit répondre à plusieurs chefs d'accusation. L'affaire est médiatisée et un ancien compagnon de classe de Duffy entend parler du procès. Quand j'ai entendu le nom de Duffy, une lumière s'est allumée. Je me suis souvenu de cet étrange élève dans la cour d'école dans les années 70. J'avais côtoyé cet adolescent très renfermé à l'école et je trouvais ça vraiment horrible qu'il ait pu commettre des crimes aussi atroces. En 1988, Duffy a subi son procès pour 2 meurtres et plusieurs viols. En dépit de preuves accablantes contre lui, Duffy décide de plaider non coupable. Pendant tout le procès, John Duffy a répété n'avoir aucun souvenir de la période pendant laquelle les viols avaient été commis et qu'il ne pouvait pas aider le tribunal. L'amnésie était sa seule défense. Le jury ne croit pas à l'histoire de Duffy, qui est reconnu coupable de 5 viols et des meurtres d'Alison Day et de Marty Tambowser. On manque de preuves pour pouvoir le juger pour le meurtre d'Anne Locke. Il a été condamné à une peine de 30 ans de prison. Et plus tard, il a reçu une lettre du ministre de l'Intérieur l'informant qu'il était emprisonné à vie et qu'il ne serait jamais libéré. Quand j'ai vu les policiers emmener Duffy à sa sortie de la cour de l'Old Bailey, je me suis dit qu'on n'entendrait plus jamais parler de lui. Après l'incarcération de Duffy, son ami d'enfance semble avoir changé de vie. Mulcahy était toujours marié, il poursuivait sa vie de famille, il faisait des sorties avec ses enfants et il portait les sacs de ses voisines.
Il entretenait de belles relations familiales et amicales. Il s'entendait bien avec ses voisins, à qui il rendait service chaque fois qu'on le lui demandait. L'ancien amateur d'arts martiaux a de nouveaux passe-temps. Il est passionné de patins à roulettes et il participe souvent à des événements de bienfaisance. Il assiste aussi à des festivals de musique soul avec un petit cercle d'amis. David s'est toujours conduit comme un bon ami. Tous les 3 mois, on prenait le train ensemble pour se rendre à nos week-ends de musique soul. Il aimait parler. Il était volubile. Pendant ce temps, en prison, la vie est beaucoup moins douce pour John Duffy. Son état mental s'était beaucoup dégradé. Il avait trouvé une façon de refouler les souvenirs de ses crimes. La police est toujours convaincue que Duffy a participé au meurtre d'Anne Locke en 1986. Plus de 10 ans plus tard, la psychologue Jenny Cutler incite le prisonnier à se confier. Il a parlé d'un co-accusé. Je lui ai demandé dans quelle prison il était détenu et, à mon grand étonnement, il m'a dit qu'il n'avait jamais été arrêté. Sachant cela, avec beaucoup de tact et de douceur, Jenny amène Duffy à lui révéler la vérité. On a parlé un peu plus de ce qu'il ressentait, après avoir dit pour la première fois que David Mulcahy avait commis plusieurs crimes avec lui, incluant des viols et des meurtres. Ces accusations coïncident avec des événements assez incroyables. On assiste dans le nord de Londres à une nouvelle série d'agressions sexuelles qui ressemble étrangement aux viols perpétrés dans les années 1980. On a d'abord cru que Duffy avait été libéré, et on a vérifié, mais ce n'était pas le cas. On savait qu'il y avait 2 coupables, mais qui était l'autre? Mulcahy a été soupçonné avec Duffy. Pourrait-il avoir récidivé après tant d'années? On décide d'interroger David Mulcahy. Il se conduisait comme s'il s'agissait d'une blague. Il nous a demandé si on allait lui donner un sandwich et le reconduire au travail après l'entretien. On lui a demandé de fournir un échantillon d'ADN, et il l'a fait avec plaisir. Les enquêteurs ont bon espoir, mais c'est peine perdue. Un autre homme sera condamné pour les viols des années 1990. Mais les techniques d'analyse de l'ADN s'étant perfectionnées, on peut comparer l'ADN de Mulcahy à celui recueilli lors de l'un des crimes des années 80. Deux jeunes filles danoises s'étaient fait violer par 2 hommes à Highgate. Pendant l'agression, elles avaient eu les mains et les poignets ligotés avec du ruban adhésif. En réexaminant ce ruban, ils ont pu établir un lien avec David Mulcahy. Cette importante percée est renforcée par les aveux de Duffy, qui se poursuivent. Il raconte comment David Mulcahy a participé à la plupart des viols. Duffy a raconté que Mulcahy l'appelait et que lui, Duffy, lui disait la phrase suivante: « As-tu envie d'aller chasser ?» Ce qui voulait dire qu'ils allaient partir à la recherche d'une victime. Il faisait jouer Thriller de Michael Jackson pour mettre de l'ambiance. Ça les excitait. Ça les aidait à se préparer mentalement. Mulcahy était celui qui contrôlait tout. C'était le plus fort des 2. Ces 2 amis avaient beaucoup de plaisir à l'idée de faire la chasse aux femmes et de chercher des proies. Ça leur donnait une impression de puissance. Ils se sentaient virils. Ils n'avaient pas l'impression de harceler quelqu'un. Ils croyaient plutôt que la victime s'était trouvée au mauvais endroit au mauvais moment. La police continue de rassembler des preuves et commence à surveiller Mulcahy dans le nord-ouest de Londres. L'ancien sergent détective Kevin Shanahan se souvient de l'opération.
Il allait reconduire ses enfants à l'école et ensuite il se rendait à différents endroits à Londres pour le travail. Il y avait un café qu'il fréquentait régulièrement. L'un de nous était posté à un bout du café et moi j'étais à l'autre bout, tout près de lui. C'était un type très sociable, qui parlait fort. On ne pouvait pas le rater quand il était quelque part. Il ressortait vraiment. Il avait une vie de famille et il était bien établi dans la communauté. Il avait un travail et une vie très stable. On a pu rassurer l'équipe en affirmant qu'il avait changé et qu'il ne constituait plus un danger pour les femmes. On était tous très surpris. Pour nous, c'était presque incroyable qu'il soit arrivé à tourner le dos aussi facilement à son passé trouble. Quand ils fonctionnent en société, ils arrivent à tenir des emplois, à avoir une famille et à interagir avec les autres. Ils peuvent être actifs dans leur milieu social et avoir beaucoup d'amis. Leurs proches ne se doutent absolument pas de ce qui se cache derrière cette belle façade, ni de ce qu'ils sont capables de faire. L'opération de surveillance se poursuit, et dans ses aveux tout à fait extraordinaires, John Duffy révèle que son ancien ami David Mulcahy est le plus sinistre et le plus dépravé des deux. En 1998, les enquêteurs trouvent une concordance entre l'ADN de David Mulcahy et l'ADN prélevé sur les scènes de crime d'une série de viols commis dans le nord de Londres 10 ans plus tôt. La police continue de surveiller Mulcahy et son complice John Duffy fait des aveux pouvant incriminer Mulcahy pour meurtre. L'ancien enquêteur Mick Freeman se souvient du récit de Duffy quand il a décrit comment, du viol, ils sont passés au meurtre en agressant Alison Day. Avant de la tuer, ils l'ont fait marcher le long du pont, du côté extérieur. Elle pouvait tomber dans l'eau, faire une chute de près de 5 mètres. Ce n'était pas nécessaire. Ça n'avait ni queue ni tête. C'était simplement pour la terroriser. Elle est tombée, elle a réussi à sortir de l'eau et elle s'est mise à courir dans cette direction. Mulcahy l'a rattrapée. Et j'ai l'impression qu'il était en colère. Comment osait-elle tenter de s'enfuir? Il fallait qu'elle paye. Il fallait qu'elle souffre. Il a commencé à étrangler Alison, puis il s'est tourné vers Duffy et lui a dit « J'ai fait ma part, c'est à ton tour ». Et Duffy ne s'est pas fait prier. Il a fini de resserrer le tourniquet. Pour David Mulcahy, l'aspect sexuel avait commencé à perdre de son attrait. Il était de plus en plus violent, et ce qu'il aimait, c'était provoquer de la peur, de la terreur. Malheureusement pour Alison, ça s'est terminé par son meurtre. On continue de réunir des preuves. Et en 2000, David Mulcahy comparaît devant la cour de l'Old Bailey pour viols multiples et pour les meurtres d'Alison Day, de Marty Tambowser et d'Anne Locke. Il avait beaucoup changé. Il n'était plus le farceur très sociable et bruyant qu'il avait été. Il ne parlait à personne. Il clamait son innocence et disait que c'était un coup monté. Après 10 ans de silence, John Duffy, l'ami de toujours de Mulcahy, se tourne contre lui et fournit des preuves accablantes de sa culpabilité. Ils avaient une vision de la vie très tordue, inspirée de la philosophie des arts martiaux. Et ils avaient fait un pacte selon lequel ils ne devaient pas dénoncer l'autre si l'un des deux se faisait arrêter. Duffy a dénoncé Mulcahy, purement et simplement, sans doute parce qu'il était en prison et qu'il ne voulait pas que Mulcahy profite de la vie pendant que lui pourrissait derrière les barreaux. C'était un autre acte de sadisme. Il savait bien que la société ne lui pardonnerait jamais ce qu'il avait fait. Mais j'ai l'impression qu'en révélant tout pour permettre aux proches des victimes de tourner la page, il croyait faire quelque chose de très positif. Il n'a pas négocié un plaidoyer. Il a été reconnu coupable de plusieurs crimes et il a écopé de la prison à vie. En février 2001,
David Mulcahy est reconnu coupable de 4 viols et d'avoir tué 3 femmes, incluant Anne Locke, dont le meurtre n'était pas encore résolu. Quand on analyse les meurtres et qu'on voit la brutalité, la violence, comme Mulcahy aimait faire subir à ses victimes, je me dis que ça ne fait aucun doute. Mulcahy était le plus fort des 2 hommes. J'ai du mal à croire que quelqu'un qui a été mon ami ait pu commettre ce genre de crime. Je me souviens qu'un jour, lors d'une promenade, David m'avait confié qu'il avait fait quelque chose de mal, mais qu'il ne pouvait pas me dire ce que c'était. Quand j'ai su pourquoi on l'avait arrêté, je me suis souvenue de cette promenade et je me suis demandé ce qu'il avait eu envie de me dire. Je ne sais pas si le David que j'ai connu était une vraie personne ou juste un personnage. 13 ans après la condamnation de Duffy, David Mulcahy est condamné à la prison à vie. Ensemble, les 2 amis ont semé la terreur et fauché des vies sur leur passage. Étaient-ils destinés à commettre des crimes aussi haineux? Ces 2 amis à l'esprit dérangé étaient-ils des tueurs nés? Je ne sais pas s'ils sont nés comme ça. Ces 2 hommes étaient si pervers qu'ils ne pouvaient parler de leurs fantasmes à personne. Ils devaient les garder pour eux. Dans cette affaire bien particulière, il s'agissait de 2 bons amis. L'un d'eux a dit à l'autre ce qu'il pensait secrètement. Et c'est ce qui leur a fourni le soutien nécessaire ou un certain soulagement. Ça leur a permis de créer un lien très fort. Duffy était un inadapté extrêmement immature qui avait besoin de quelqu'un qui lui permette d'affirmer ce qu'il voulait faire aux autres avant de passer à l'acte. Il faut se demander ce qui serait arrivé si Duffy et Mulcahy ne s'étaient jamais connus. Les Français parlent de folie à 2. À mon avis, dès qu'ils ont commencé à commettre leurs crimes, c'était inéluctable. Ils allaient finir par tuer quelqu'un. Leur personnalité combinée produisait une énergie extrêmement malfaisante, une méchanceté qu'ils portaient en eux, séparément. On pourrait dire qu'ils se motivaient l'un l'autre. Je ne sais pas s'ils étaient des tueurs nés, mais ensemble, ils sont devenus des tueurs en série.